Bienvenue à tous. Je suis très heureuse de voir plein de têtes nouvelles ce soir. Donc on est à la 6e édition des Europe After Hours pour 2017. Jusqu'à présent, on a eu des Europe After Hours entièrement féminines, avec des députées européennes. Non mais c'est vrai, Axel. Et c'était une très bonne nouvelle. Et ce soir, on a choisi de faire un Europe After Hour un peu particulier. Voilà. Jusqu'à présent, on a eu Catherine Trottmann et Anne-Marie Jean qui sont venues nous parler de la mobilité urbaine et de la COP22. On a eu en 2017 Michel Rivasi qui est venu nous parler de santé citoyenne, du rôle pour l'Europe et des questions de perturbateurs endocriniens. On a Elisabeth Morin-Chartier, députée européenne, qui est rapporteur sur la directive détachement des travailleurs qui est venue, et Françoise Grossetête qui est venue nous parler de l'Union européenne dans la mondialisation. Le 8 novembre, on aura un Europe After Hours un peu particulier aussi, puisque cette fois-ci, on a invité l'ambassadeur représentant le Canada auprès de l'Union européenne et qui viendra nous parler du CETA, c'est-à-dire l'accord de coopération économique que l'Europe vient de signer et qui va entrer là en vigueur de façon temporaire dans les prochains jours, ou même je crois aujourd'hui, entre l'Europe et le Canada. Et il nous a semblé que c'était un sujet d'actualité qui pouvait vous intéresser. Donc c'est le 8 novembre à 18h30. Venez nombreux parce que je pense que ce sera intéressant. Ce débat ce soir, il est avec Joseph, Axel et Thorsten. C'est le directeur de l'ENA qui a choisi de saisir cette occasion qu'on a d'avoir des élèves allemands dans la promotion des énarques qui viennent chaque année. Et le directeur a décidé de leur donner la parole pour parler d'un sujet d'actualité qui est les élections allemandes. Après les élections en France en 2017, il y a eu quelques jours les élections en Allemagne qui ont été un petit peu surprenantes, même si elles étaient attendues dans les sondages. Mais l'Allemagne a une particularité par rapport à la France, c'est qu'elle fonctionne avec une chancelière ou un chancelier qui est élu pour 4 ans, avec un Bundestag qui a, je crois, près de 600 sièges. Je dis une bêtise, 700. Voilà, ça y est, j'ai dit une bêtise, c'est pas grave. Vous allez pouvoir rectifier les erreurs que je ferai. Et puis, la particularité, c'est qu'en Allemagne, et ça n'est pas comme en France, les gouvernements successifs sont en général composés de coalitions entre les partis politiques. Cette année est particulière parce que le gouvernement français, le président de la France, a souhaité avoir un État qui relance la coopération franco-allemande de façon très ambitieuse. L'ENA est l'école qui forme les futurs dirigeants de l'État, des dirigeants de l'État qui sont modernes, qui ont une vision prospective et qui ont aussi leur part à jouer dans le couple franco-allemand. Et donc le directeur a trouvé que c'était une véritable occasion de demander aux élèves allemands de cette promotion, qui étudient avec les élèves français et d'autres élèves issus d'autres États membres et d'autres pays, d'organiser un débat sur la coopération franco-allemande avec les résultats des élections qui viennent de sortir. C'est un sujet comme un autre, mais je vais leur donner la parole parce qu'ils vont exposer bien mieux que je ne pourrais le faire de quoi on parle, quelles sont les questions. Ce débat est diffusé en live et donc on salue tous les gens qui nous visionnent. Ce débat sera aussi disponible sur le site internet de l'ENA à revoir. Et puis il fera l'occasion d'un compte-rendu dans la revue européenne de l'ENA. Mais moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui pousse des étudiants de la haute administration allemand, qui est un système totalement différent du nôtre, à être attirés par l'école d'administration de l'État en France. À qui je donne la parole? À Joseph, peut-être pour commencer. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir étudier à l'ENA?
Tout d'abord, moi je suis assez francophone et francophile, donc c'est la raison pour laquelle j'ai déjà effectué 2 doubles diplômes en France et en Allemagne, en gestion de commerce et en sciences économiques. Et vu un peu aussi mon parcours que je suis, donc qu'est-ce que je veux devenir, donc je travaille plutôt à l'international, dans les organisations internationales, préférablement dans le secteur de l'aide au développement. Le programme de l'ENA est assez attirant aussi pour comprendre un peu comment ça fonctionne l'administration publique. Et ça, c'est quelque chose que je peux surtout apprendre en France parce qu'on n'a pas d'équivalent en Allemagne en fait. Sinon, je le refais en Allemagne, bien sûr. Alors bonsoir à tous et à toutes. Comme mon collègue Joseph, effectivement, je suis très intéressé par la France. Si on commence à s'intéresser à la France et son système politique, à la vie en France, on va assez vite se rendre compte qu'il y a une école dont tout le monde parle. Et ça, bien sûr, c'est l'École nationale d'administration, avec son concours, avec ses élèves qui en sortent, qui sont dans la haute fonction publique française. Comme disait Joseph aussi, il n'y a pas d'équivalent de cette École nationale d'administration en Allemagne. Et du coup, c'est autant plus intéressant pour des jeunes Allemands comme nous de venir ici à Strasbourg et d'étudier avec nos camarades français et d'autres internationaux le système de la France, vraiment d'être à l'intérieur de ce système et vraiment comprendre comment il fonctionne, comment il travaille, quelles sont les particularités, parce qu'effectivement, un jour, on sera amené à travailler ensemble dans un contexte européen ou international, et il sera particulièrement important de connaître l'autre et de savoir quelles sont les spécificités d'un système ou d'un processus. Et je crois ça va nous aider, à nous qui sommes ici en tant qu'élèves internationaux, de pouvoir mieux travailler, mieux collaborer avec nos futurs collègues du coup français dans un contexte qui sera forcément européen. Et donc ça, c'est ma motivation effectivement d'être ici. Bonsoir à tout le monde. C'est pareil pour moi, j'admire la France depuis longtemps. Ce sont des vacances, ce sont des souvenirs. Et depuis que je connais l'ENA, je pense à l'âge de 16 environ, je suis fasciné par ce système, par cette école de la haute fonction française. Et j'ai passé, comme mes collègues aussi, une partie de mes études en France. Et quand j'ai vu qu'il y a la possibilité pour des étrangers de passer aussi par l'ENA, je saisis l'occasion. Et je suis très reconnaissant qu'on nous donne cette chance. Et moi, personnellement, je suis en train de passer le concours en Allemagne pour le corps diplomatique. Donc, j'espère de joindre le corps diplomatique en Allemagne. Et comme l'administration française n'est pas seulement l'administration de la France, mais comme il y a un grand rayonnement de cette administration, soit en Afrique de l'Ouest, par exemple, soit dans des autres pays arabes, je vois que c'est une très grande utilité pour moi de connaître bien le système français. Donc, j'ai passé 4 mois en préfecture pendant un stage. Le préfectorat, c'est quelque chose qui n'existe du tout en Allemagne, donc c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Et donc, j'espère pouvoir appliquer les connaissances que j'apprends ici plus tard dans ma future fonction. Merci beaucoup Thorsten, merci Axel et merci Joseph. On comprend mieux vos motivations. Moi, je dis toujours qu'on peut être pour l'Europe, on peut être contre l'Europe, mais l'Europe, c'est un fait. Vous êtes très pragmatique, vous êtes très allemand pour ça. Et vous avez parfaitement compris que de toute façon, l'Europe, elle est là, elle est incontournable, et que vous allez devoir travailler sur les questions européennes qui irriguent toute la législation, tout le système juridique, économique, social en Allemagne et en France, et que mieux connaître vos collègues des autres pays, ça veut dire mieux négocier, ça veut dire mieux comprendre le système a priori, et ça veut dire peut-être aller plus vite dans la recherche de compromis dans votre pays comme dans le nôtre. Donc merci d'être venu, merci de votre curiosité. Encore une fois, bienvenue. Et je crois qu'en fait, je vais vous donner directement la parole pour nous expliquer. On a pris le prétexte des élections allemandes parce qu'aujourd'hui, il y a une relance du souhait de la France de faire plus d'Europe,
d'une Europe de la transformation, comme l'indique le président de la République française. Et de l'autre côté, on voit que les résultats des élections en Allemagne montrent que peut-être, avec l'émergence d'une extrême droite, il y a eu un petit désir de moins d'Europe. Donc comment on va arriver à concilier ça? Qu'est-ce que ça veut dire le moteur franco-allemand? Comment vous voyez l'avenir et qu'est-ce que ça pose comme question pour le rôle de chacun des pays? À vous la parole. Vous nous posez les questions, le débat, et puis au bout de 25 minutes environ, maintenant 20 minutes, on aura un débat avec vous tous parce que ce qui est intéressant, c'est l'interaction. Voilà, merci. Merci beaucoup. Encore merci beaucoup Madame Dauphinel-Clément de nous avoir donné cette occasion de parler aujourd'hui ici de ce sujet. Merci bien sûr à la direction de l'école de nous permettre de nous prononcer ici. Et nous sommes très heureux, avec mes deux collègues allemands ici, de pouvoir parler dans le cadre de ces Europe After Hours. Donc, pour dire, nous sommes tous les trois régulièrement frappés par l'intérêt de nos camarades français avec lesquels on est en contact tous les jours, l'intérêt qu'ils portent pour l'Allemagne. Et effectivement, pour nous, c'est un grand plaisir aujourd'hui peut-être de lancer le débat qui s'est peut-être fait en bilatéral bien sûr avant. Mais maintenant, on aimerait bien avoir l'occasion justement de partager avec vous, de débattre avec vous, mais bien sûr aussi avec le public de Strasbourg. Donc nous sommes très heureux de profiter de cette occasion et de faire une discussion avec vous. Donc notre sujet, notre petite présentation sera autour des conséquences des élections allemandes en France et en Europe. Et nous allons vous présenter, donc moi d'abord, une petite analyse des résultats, parce que c'est quand même, je pense, nécessaire justement de faire un point là-dessus, mais c'est des chiffres que vous avez peut-être déjà vus. Après, Thorsten parlera un peu plus de ce jeu de coalition qui peut paraître pour les Français assez étrange, parce qu'en Allemagne, on a l'habitude d'avoir des gouvernements de coalition, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, et notamment la France. Et donc, troisièmement, Joseph va vous présenter quelque chose autour de la question à quoi peuvent donc s'attendre la France et l'Europe des résultats de ces élections d'un nouveau gouvernement allemand qui va entrer en office d'ici peu. Donc, je vais vous présenter, donc là vous avez déjà vu le 24 septembre 2017, les Allemands ont été demandés d'aller voter. Ils ont voté un nouveau Parlement, donc le 19e Bundestag. On vote le Bundestag, notre Parlement, tous les 4 ans. Selon un mode de scrutin assez intéressant parce qu'il est hybride en fait. Il réunit à la fois un scrutin proportionnel mais aussi un scrutin majoritaire. Donc ça aussi c'est quelque chose qui ne ressemble pas au système français. Et vous avez là les résultats de ce scrutin du 24 septembre, mais vous avez vu les chiffres déjà dans les médias. Et ça c'est donc les votes proportionnels des Allemands qui vont déterminer la répartition des sièges au Parlement. Donc vous avez entendu la union, donc c'est la CDU et la CSU, le petit sœur bavarois de la CDU, ont gagné les élections avec presque 33%. La SPD arrive à 20,5%. L'AfD, un nouveau parti au sein de de ce nouveau Parlement, qui entre d'un coup avec 12,6%. Le FDP, qui était donc un parti qui n'était pas présent au Bundestag entre 2013 et 2017, réussit donc d'entrer de nouveau avec 10,7%. Et vous avez aussi la Linke, la gauche extrême allemande, et les Verts avec 9,2 et 8,9%. Donc on va vite aller voir un peu les gains et les pertes des différents partis parce que on se rend assez vite compte qui sont les vainqueurs et qui sont ceux qui ont perdu. Effectivement, c'est assez étonnant, non? On voit 8,6% de moins pour le parti d'Angela Merkel alors qu'elle est présentée comme la gagnante de ces élections. Mais effectivement, par rapport à un score très très bien en 2013, son parti a énormément perdu lors de ces élections. Et donc c'est le pire score pour son parti depuis 1949. C'était la première fois que les Allemands de l'Ouest ont voté pour un Parlement. Le SPD, donc, qui est aussi dans le gouvernement actuel, ils ont perdu aussi 5,2%. Donc pour eux, c'est le pire score qu'ils ont jamais vu.
On voit il y a une forte progression pour la vote à droite, avec l'AfD qui, avec 8% de plus par rapport à 2013, entre donc au Bundestag. FDP peut s'améliorer, les autres partis, c'est à peu près pareil, mais ils ont pu s'améliorer un tout petit peu. Donc, suite à ces résultats, et ça c'est ce qui compte vraiment, quelle sera la répartition des partis au Bundestag? Donc, ce Bundestag qui va compter 709 sièges cette fois-ci. Donc, le nombre de sièges n'est pas fixe, effectivement. Ça dépend d'un mécanisme assez complexe que je ne vais pas pouvoir dérouler ici, malheureusement. Mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Donc, on voit très bien, il y a, bien sûr, concernant, en fonction des résultats, la CDU sera représentée avec 246 députés. Donc, c'est la plus grande groupe dans ce nouveau Bundestag. Ce qui est intéressant aussi par rapport à la France, de nouveau, c'est l'AfD, ce parti de droite, extrême droite, populiste, sera représenté d'un coup avec 94 sièges au nouveau Bundestag. Donc là aussi, c'est un résultat de notre système proportionnel. On peut, par exemple, si je prends l'exemple du FN en France, effectivement, ils ont des très bons scores, mais finalement, avec le système majoritaire pour les élections législatives, ils ont peu de députés. Donc là, c'est nouveau. Il faut attendre ce que ça donne dans ce nouveau hémicycle. Donc, malheureusement, on n'a pas le temps non plus de vous présenter des éléments sociodémographiques, mais quelque chose nous tient quand même à cœur, de vous présenter la part des femmes dans le nouveau Bundestag. Et c'est assez étonnant et triste, si je peux dire, parce que la part des femmes est en baisse par rapport à 2013. En 2013, il y avait 37% des femmes dans le Parlement allemand. Maintenant, on arrive à 31%. On voit par contre aussi des grandes différences selon les partis. Le gauche, les Verts, effectivement, ils ont plus de 50% de femmes. Par contre, chez SPD, ça va encore, 42%. Mais il y a 3 partis où il y a des marges de progression, on va dire. Donc, c'est à la fois le FDP, avec seulement 22% des femmes parmi les députés, 20% chez la CDU-CSU, et l'AfD, avec seulement 11% des femmes parmi les députés. Donc, une bonne nouvelle, par contre, c'est la participation aux élections qui est donc en hausse depuis 2009 déjà, pour arriver donc en 2017 à 76,2%. Donc les Allemands, a priori, s'intéressent plus à la politique. Permettez-moi, pour finir, de faire 2 petits focus. C'est à la fois pour nourrir après notre discussion, parce que c'est des choses assez étonnantes, justement, dont parlait aussi Madame Clément de ces élections. On a une chute des votes pour les 2 grands partis, CDU, CSU et SPD, qui sortent donc d'une grande coalition de 2013 et 2017. Ils ont perdu ensemble au total 14% environ. Donc c'est assez énorme si on s'imagine que normalement la chancelière va rester la chancelière avec une telle perte, mais toutefois elle a gagné les élections. Et donc cette chute de 14% pour les 2 partis, et alors que les Allemands sont généralement assez satisfaits du travail du gouvernement, c'est assez étonnant aussi, entre 65 et 75% des Allemands avant les élections ont indiqué qu'ils sont satisfaits ou très satisfaits avec le travail du gouvernement fédéral. Donc on voit effectivement, si on regarde les chiffres là, un déclin qui dure depuis longtemps. Effectivement, on arrive aujourd'hui à 53,5%. Les 2 partis réunis, à l'époque, en 1987, c'était encore beaucoup plus. Donc est-ce que c'est peut-être quelque chose qu'on peut comparer avec l'Europe? En France, où effectivement, lors des élections présidentielles, on voit aussi que les Républicains, le PS, est en chute. Dans d'autres pays, c'est pareil. Les Pays-Bas, au Royaume-Uni, si on regarde notamment le vote pour les travaillistes. Donc le deuxième petit focus, avant que je passe la parole à Thorsten, c'est le vote pour l'AfD, bien sûr. C'est là où de l'étranger de France, on va notamment regarder sur l'Allemagne, qu'est-ce qui se passe là actuellement. Vous avez donc à gauche une graphique qui représente la migration des voteurs d'autres pays en 2013 vers l'AfD en 2017. Et là, vous voyez 1,2 million d'abstentionnistes ont voté pour l'AfD. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, selon moi, c'est 1 million de votants de CDU en 2013 et 470 000 de la SPD.
ont voté en 2017 un parti populiste d'extrême droite. Et ça, c'est assez surprenant. Et on voit bien que c'est pour les deux partis, les grands partis, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. À droite, c'est sociologiquement assez intéressant aussi, pour terminer cette petite analyse, c'est là où c'est foncé, le bleu, c'est plus de voix pour l'AfD. Et là où c'est le plus foncé, c'est les Länder de l'ancienne Allemagne de l'Est. Donc effectivement, vous voyez, le vote de l'AfD, c'est très important dans ces 5 Länder. Et toujours important, mais moins important dans l'ouest de l'Allemagne. Et il faut dire en Saxe, donc c'est le Land tout à droite en bas, de l'Allemagne de l'Est, où l'AfD est même arrivée en tête du scrutin. Donc ça, c'est quelques éléments d'analyse. Peut-être c'est la fin de cette exception allemande. On a entendu ça dans les médias. Maintenant, il y a un parti d'extrême droite aussi au Parlement. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent nourrir notre débat pour tout à l'heure. Et maintenant, je vais passer la parole à Thorsten. Merci beaucoup, Axel. Comme c'était déjà évoqué, grâce à notre système proportionnel, c'est plutôt rare qu'une partie arrive à obtenir la majorité absolue. Comme c'est plutôt le cas ici en France, la volonté de représenter tous les votes est au cœur d'un tel système. Donc, si je fais une petite comparaison, si on regarde par exemple le système électoral appliqué dans les communes françaises, où une partie en partie obtient 60 ou 70% des sièges, ce système est un peu surprenant pour les Allemands. Et donc, cette volonté d'une représentation totale des votes des électeurs s'est traduite bien sûr dans le Parlement dans un certain éclatement des voix. Et c'est à cause de ça qu'on a toujours besoin d'une coalition. Presque 3 décennies en Allemagne, il y avait 2 coalitions standards. L'une était dans le camp de droite, avec les conservateurs ensemble avec les libéraux, et l'autre coalition, le camp de la gauche, avec les sociaux-démocrates et les écologistes. Et depuis quelques années, ce système est en train de s'effondrer à cause de la percée de l'extrême gauche depuis 2005 et depuis 2014 à cause de la percée de l'extrême droite. Dans le même temps, les vieux fossés idéologiques sont devenus moins clivants. Le meilleur exemple pour ça, en fait, c'est la relation entre les conservateurs et les écologistes, encore ennemis jurés dans les années 90, mais qui sont finalement arrivés à se réconcilier. La première raison est la sortie de la nucléaire d'Angela Merkel, et la deuxième raison est un changement démographique dans l'électorat des écologistes. Et aujourd'hui, on peut dire que tout est possible. Si on regarde ici sur la carte, tous les gouvernements des différents Länder allemands, on voit une vraie pléthore de coalitions finalement. Nous voyons dans la Bavière, nous avons encore une majorité absolue pour la CSU. Là-bas vers la Ruhr, c'est la coalition classique entre conservateurs et libéraux. En Bade-Württemberg, ici en bas, ce sont les conservateurs qui sont les petits partenaires des écologistes. Et quand on regarde le Thuringe, là-bas, c'est un président de région de l'extrême gauche en coalition avec les sociaux-démocrates et les Verts. Et ce ne sont pas déjà toutes les possibilités qu'on retrouve sur cette carte. Donc, après ces élections législatives, le rapport de force entre les partis laisse la voie seulement à 2 coalitions possibles. C'est la grande coalition entre les conservateurs et les sociaux-démocrates et une coalition baptisée Jamaïque à cause des 3 couleurs des partis, donc le noir, vert et jaune. Donc les conservateurs, les libéraux et les écologistes. Par rapport à la première coalition, elle est en fait en train de perdre la justification de son nom. Parce que comme Axel l'a déjà évoqué, les 2 grands partis sont en train de perdre les électeurs. Donc, il y avait une première grande coalition dans les années 60 et à l'époque, les 2 partis ont réuni 90% des électeurs. Aujourd'hui, une telle coalition réunirait peut-être encore 53%. Donc, on voit très bien que ce n'est plus la même situation et en plus, pour le moment, ça ne semble pas probable parce que les sociaux-démocrates ont prononcé clairement leur volonté de ne pas entrer encore une fois dans une telle coalition
Ils ont passé 8 des derniers 12 ans à côté des conservateurs et chaque fois, ils en sont sortis plus faibles qu'avant. Il y avait déjà un dirigeant du parti qui a essayé de trouver une possibilité de finalement entrer dans une telle coalition, mais pour le moment, il semble plutôt clair que cela ne va pas se passer. La deuxième option, Jamaïque, est plus probable, mais aussi plus risquée. Les 2 précédentes expériences qu'on a faites avec cette coalition ne sont pas trop encourageantes. La première coalition Jamaïque était dans la Sarre et elle n'est même pas arrivée au terme à cause d'un effondrement des libéraux là-bas dans la Sarre. Et la deuxième coalition Jamaïque gouverne depuis juste quelques mois en Schleswig-Holstein. Et plusieurs dirigeants du parti régional ont publiquement annoncé leurs doutes sur l'applicabilité d'un tel système aussi à l'échelle nationale. Mais pour le moment, ça reste quand même l'alternative la plus probable. Et donc, on peut déjà commencer avec quelques spéculations sur le contenu d'une telle coalition comme sur les personnages. Alors, il y a 3 grandes couacs pour une telle coalition. La première question est l'accueil des réfugiés, un sujet où la petite CSU veut exiger une quota annuelle. Et ça, c'est la bête noire pour les écologistes. Et c'est une question d'honneur pour Angela Merkel, qui a résisté à cette idée depuis 2 ans. Deuxième question, c'est la transition idéologique, où les libéraux déplorent une économie planifiée, alors que les écologistes veulent avancer plus vite sous la direction de l'État. Et la troisième question est la question globale des transports et du diesel, parce que c'est une question identitaire pour les écologistes, en fait. Et concernant le partage du ministère, il semble que Dr. Wolfgang Schäuble, qui a joué un rôle majeur dans l'Europe pendant les derniers 8 ans, va passer vers la présidence de l'hémicycle. Et donc, ce sont peut-être les libéraux, avec leur jeune chef de parti, Christian Lindner, qui vont reprendre ce ressort clé. Et probablement, ce seront donc les écologistes qui vont reprendre le ministère de l'écologie, le ministère des Affaires étrangères, parce que c'est une vieille tradition en Allemagne que les petits partenaires prennent le ministère des Affaires étrangères. Et la CSU va vouloir avoir le ministère de l'Intérieur pour là-bas mener leurs compétences dans la question de l'ordre intérieur et sur l'accueil des réfugiés. Autre question qui sera assez intéressante, qui va vraiment avoir finalement le ministère du Transport et avec quelles compétences. Dans le dernier gouvernement, la question digitale était accrochée au ministère des Transports et ça c'est quand même un levier décisif pour les prochaines années. Il y a aussi quelques champs politiques où la coalition ne va pas trouver de grands problèmes. C'est avant tout c'est à un certain degré la politique extérieure, c'est la sécurité intérieure et aussi les questions sociales. Et bien sûr, toutes ces coalitions, et il ne faut pas oublier, il reste la possibilité qu'aucune coalition va se trouver et donc l'Allemagne va peut-être voter encore une fois. Et pour toutes les conséquences de cette vote pour l'Europe et pour la France, je passe maintenant la parole à Joseph. Je voudrais quand même, Thorsten, te poser une question. Je sais que c'est difficile de répondre, mais les probabilités pour qu'il y ait un nouveau vote, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire des élections législatives au Bundestag? Et est-ce que c'est quelque chose qu'on agite, un chiffon rouge pour se faire peur, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait arriver? Je sais que je demande un peu des projections. Non, c'est pas un problème. C'est jamais passé, ça c'est vrai, mais on avait 2 fois les cas qu'on a voté encore une fois après juste une année ou une année et demie, parce qu'on a formé une coalition qui finalement n'a pas tenu. C'était le cas avec la première coalition entre les sociodémocrates et les libéraux. Et c'était le cas après la 3e coalition des sociodémocrates avec les libéraux est échouée. Et il fallait donc encore une nouvelle vote. Et pour le moment, personne en Allemagne croit vraiment qu'on va voter encore une fois.
C'est juste, personnellement, après le Brexit et le vote de Trump, j'ai perdu un peu le mot impossible. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas maintenant donner l'image que ça, c'est pas du tout, que c'est impossible. Et juste pour rebondir à votre question, c'est que, à mon sens aussi, c'est peu réaliste qu'on aura encore une fois des élections. Ce qui est aussi envisageable, c'est que si ça ne marche pas avec la coalition jamaïque, qu'on va quand même créer une grande coalition, encore une fois, quoique tout le monde est contre ce qu'on dit, et surtout aussi le premier candidat Martin Schulz. Mais si jamais il sera forcé par son parti de laisser sa place à quelqu'un d'autre qui sera en faveur de le faire, c'est encore une fois, c'est probable. Ou même Merkel, vu qu'elle est assez centriste, elle pourrait aussi former un gouvernement de minorité et compter sur des autres groupes dans le Parlement qui seront d'accord avec la politique qu'elle mène. Donc il y a encore quelques options ouvertes avant qu'on passe au scrutin, encore une fois. Je vais prendre juste le petit machin, merci. Ça marche comme ça. Hop, ça marche trop vite. Alors, pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne, ça crée quand même un gros buzz dans la presse internationale, la rentrée d'un parti extrême droite populiste avec l'AfD, qui était historiquement fondé comme un parti contre l'euro, donc contre la crise de l'euro et la dette souveraine et l'histoire de sauver des États qui font peut-être un jour faillite. Donc c'était ça. Mais ça s'est transformé après dans un parti beaucoup plus radical, beaucoup plus à droite. Et maintenant c'est un peu un pot-pourri de beaucoup de couleurs même là-dedans. Donc c'est un écosystème assez intéressant qui a quand même atteint 13%. Mais il faut souligner aussi que ça c'est pas la République de Weimar, on n'est pas encore là, et que 60% des voteurs de l'AfD ont voté juste contre la politique actuelle, contre Merkel. Donc ils ne sont pas convaincus par la politique même proposée par l'AfD. Et d'ailleurs, l'AfD n'a jamais eu, ou n'était jamais obligé de mener une politique. Donc ils ont été jamais dans le Bundestag, ils ont dans quelques parlements régionaux, mais ils ont juste contre. Donc il faut avoir, maintenant ils seront obligés de faire un peu de politique, ou faire une opposition sérieuse. Et là normalement les partis un peu radicales se dévoilent. Et l'AfD aussi, déjà, c'est ici une des leaders du parti, Madame Petri. Elle a, pendant la conférence de presse après les élections allemandes, elle a quitté en face des médias son parti. Elle a dit je ne vais pas être avec vous dans le Bundestag. Donc ça crée aussi une certaine incertitude, et peut-être il y en avait déjà, mais il y en aura peut-être plus des membres qui vont suivre l'exemple de Madame Petri. Donc ça c'est juste pour expliquer un peu le contexte. Pour l'instant, 87% des Allemands, ils sont contre l'AfD aussi. Qu'est-ce qui va se passer en France et en Europe? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une nouvelle politique ou d'un nouvel gouvernement allemand? On l'a vu dernièrement, il y avait le discours de M. Macron, il y avait aussi le discours de M. Juncker. Donc il manque peut-être aussi un discours à Berlin, ou peut-être même à Budapest ou ailleurs, donc sur le futur de l'Europe, parce que tout le monde s'inquiète, ou tout le monde a des grandes idées, des grandes visions, mais il faudra voir comment faire ça. Donc juste pour peut-être résumer vite fait, qu'est-ce qui a été évoqué par M. Macron. Monsieur Macron, il a mené une campagne électorale pro-européenne. Il a eu du succès. Il suit encore l'idée d'une Europe. Il voit le futur de l'Europe dans l'Union européenne. Il a dit pendant son discours qu'on aura besoin d'Allemagne il veut relancer le moteur franco-allemand. Il a un plan assez grand, il a beaucoup d'idées, beaucoup de visions, comment réformer l'Union européenne.
Donc, ce qu'il propose, c'est de créer une union sécuritaire en Europe. Donc, ça, c'est un des piliers les plus importants aussi en ce moment en Allemagne. Donc, tout le monde suit cet exemple. Après, il a aussi des idées sur des taxes, donc des taxes de carbone, des transactions financières. Il veut créer aussi une agence qui protège les droits de l'auteur. Il a plein d'autres exemples. On va pas citer ça dans son exhaustivité maintenant. L'harmonisation fiscale aussi, ce que aussi Merkel, déjà, elle a répondu déjà favorablement à l'harmonisation fiscale entre la France et l'Allemagne, ce qui est assez étonnant. C'est aussi un bon signe, quoique on entend encore son discours là-dessus, donc aussi son discours par rapport à l'Europe. Deuxième grand discours, il faut quand même aussi, il y a un grand point aussi de M. Macron qui l'a évoqué, et ça c'est aussi le point de clivage le plus fort pour la formation d'un nouvel gouvernement allemand après, dans une coalition jamaïque, c'est qu'il veut aussi créer un budget commun dans l'Union européenne, donc un budget qui sera financé par des impôts sur les sociétés. Ce que ne veut pas dire, pour être très précis là-dessus, ce ne veut pas dire qu'on va partager la dette. Par contre, l'FDP, donc les libéraux en Allemagne, ils ont peur qu'avec un budget commun, on va redistribuer la dette en Europe. Donc cette idée, ça existe depuis longtemps, c'est lié à la création de l'AfD, ce que je viens d'évoquer, parce qu'il y a des grandes peurs qu'un État fait faillite et, là je caricature, mais que l'Allemagne va payer. Donc ça c'est le grand peur. Donc ça c'est un des points les plus problématiques. Parce que aussi, ce que évoquait Thorsten, parce que si la FDP aura le ministère des Finances, et parce que M. Schäuble, il va probablement devenir le nouveau président du Bundestag, ils seront en mesure d'être encore plus stricts, plus austères sur la politique budgétaire que M. Schäuble, bien que ça, on ne peut pas imaginer ça. Non, c'est difficile. Mais ça veut dire que même si ce n'est pas mutualiser la dette, que ça l'Allemagne a toujours dit j'en veux pas, même si on propose un budget de la zone euro, ça passe pas non plus. Encore une fois. On sait que l'Allemagne a toujours dit on met la dette en commun, ça c'est nine. On n'en veut pas. Là, Macron propose un budget de la zone euro, c'est nine aussi. Ça, je ne peux pas me précipiter du nouveau gouvernement allemand. Donc, probablement. Là, il faut être. Non, mais ça, c'est quelque chose qui est assez politique. Déjà, moi, je fais pas partie d'un parti politique en Allemagne. Et ça, c'est question du contrat, genre des négociations qui seront menées entre les coalitions. Et même là-dessus, la position de chaque parti peut changer, parce que là, c'est question d'arriver à un accord ou pas. Mais si on arrive à un accord, tout le monde va se rapprocher. Donc il y a des lignes rouges, il y a des partis qui vont peut-être les franchir et d'autres pas. Donc ça peut bien arriver aussi que peut-être la FDP va dire qu'on aura un gouvernement économique avec un ministre de Finances européen, mais sous certaines conditions pour qu'ils soient contents ou pour eux qu'il n'y a pas les risques d'une réduction de dette. Donc ça, c'est à voir. Donc ça peut encore toujours bouger. Donc ça, c'est ça. Discours de Juncker, il a répondu un peu sur ce qu'il avait déjà fait dans son discours sur l'état de l'Union il y a 6 mois. Donc, par contre, lui, ce qui est intéressant, il s'appuie plutôt aussi sur une réconciliation entre l'Ouest et l'Est, parce qu'avant, c'était plutôt un peu, l'Europe n'était pas toujours favorable à la politique de certains États de l'Union européenne dans l'Est, mais maintenant, il opte plutôt pour une réconciliation de ça. Mais ça implique aussi la question d'une Europe à 2 vitesses. Donc, est-ce qu'on s'appuie surtout sur une Europe avec un corps fort qui probablement va créer un gouvernement économique et va aussi partager encore des compétences entre eux-mêmes, ou est-ce qu'on reste beaucoup plus grand et beaucoup plus inclusif? Donc,
Là-dessus, ça va être intéressant parce que le discours de Macron, il n'a pas traité ça si précisément. On pourrait même dire qu'il était plutôt en faveur d'une Europe à 2 vitesses. Donc, ce sont des points un peu à évoquer là-dessus. Ce qui va être intéressant maintenant pour les négociations qui seront menées, donc on commence déjà par on appelle ça des entretiens exploratoires. Donc même avant d'avoir officiellement des négociations de coalition, on aura ces entretiens exploratoires. Et là, juste les leaders, ils vont se rencontrer, ils vont discuter là-dessus. Si on aura un accord dans ces entretiens, normalement, on aura un gouvernement. Donc normalement, après, on arrivera à un accord. Je crois qu'il n'y avait aucun cas où ça fait tomber après dans les négociations de coalition. Donc ça va maintenant suivre. Et ça va toucher surtout aussi l'agenda politique européen. Là, je ne vais pas parler des problèmes internes allemands, donc plutôt les agendas politiques européennes. Qu'on peut retenir un peu, donc c'est premièrement la conception et les réformes européennes, donc évoquées dans les discours de M. Macron, de M. Juncker, aussi de Mme May. Par contre, Mme May, le discours était à Florence, je crois, et bon, pour cette discussion-là, c'est pas si pertinent. La question de la défense et de la sécurité. Il y a la politique extérieure et commerciale, migration et frontières, bien évidemment. C'était aussi d'ailleurs le sujet le plus important pendant les élections allemandes. Et l'énergie, la numérisation et changement climatique. Bon, je fais un peu des blocs généraux. Donc là, il faut trouver un accord entre les 3 parties. J'aurais tendance de dire que la CDU-CSU, donc le parti de Merkel, en général, ils sont favorables à la position française et aussi un peu européenne, ce que je viens d'exposer par rapport au discours qu'on a eu. Par contre, il y a plutôt des clivages entre l'AFDP et les Verts sur certains sujets. Donc, le point de clivage le plus important, c'est le budget européen. C'est un budget commun dans l'eurozone. Donc là-dessus, Lindner, il a fait déjà une grande polémique, mais maintenant, bon, il veut montrer qu'il est encore fort et l'Allemagne ne va pas payer pour quelqu'un d'autre. Donc ça va être un des points les plus importants et les plus susceptibles qui peuvent faire tomber un gouvernement avec une coalition jamaïque. Sur la défense et la sécurité, ce que j'ai retenu des programmes, tout le monde pourrait se mettre d'accord. Ce qui est étonnant que les Verts, ils sont plutôt en faveur même d'un militaire européen ou même des interventions allemandes, donc une plus forte présence militaire allemande, mais sous la condition que ce soit avec un mandat de l'ONU, que ce soit propre, ils peuvent se mettre d'accord, ce qu'ils ont aussi déjà fait. Donc on voit un peu aussi des changements peut-être aussi démographiques dans ce parti même. Par rapport à la politique extérieure et commerciale, ça va être encore une fois la question, et on peut aussi relier ça aussi à la question d'énergie et du changement climatique, parce qu'il y a l'approche en faveur de l'écologie des Verts, et il y a l'approche beaucoup plus en faveur du marché par les libéraux. Donc ça va être aussi toujours des lignes rouges qu'il fallait peut-être réconcilier, mais ça peut être possible. Ils ont souvent aussi même presque les mêmes positions, notamment sur la numérisation. Ils ont d'accord sur l'éducation. Voilà, et migration, bien sûr, ce que aussi Thorsten avait déjà évoqué, qu'une quota pour les Verts, on ne peut pas le faire. Même sur ce sujet-là, ils ont beaucoup plus ouvert qu'avant. C'est un peu le même exemple comme avec la défense et la sécurité. Voilà. Qu'est-ce qui va passer maintenant? Bon, on aura un gouvernement intérimaire avec Merkel et la SPD. Je vais volontiers aussi traduire ce qui est écrit là-dessus, parce que ça, c'est quand même très important. Une réforme de l'Union européenne, ce que vous pouvez bien voir à gauche, est nécessaire. Pour l'instant, c'est la France qui a
qui porte toute responsabilité. Entre-temps, on attend l'Allemagne. Et ce que dit Merkel, c'est dit tout mon respect à Emmanuel. Tout d'abord, on aura Niedersachsen, donc c'est la Basse-Saxe. Après, on va faire un peu des sondages entre nous-mêmes, donc les entretiens exploratoires. Mais quelques mois, tu peux le faire toi-même, non? Ça ira pendant quelques mois. Donc, mais ça, c'est vrai, c'est la situation actuelle qu'on a, donc il faut attendre un peu. Mais ça va être mi-octobre, les élections régionales dans la Basse-Saxe. Et après, on aura certainement des réponses. Et entre-temps, ils vont déjà discuter entre eux-mêmes, donc je crois qu'on aura bientôt un gouvernement. Voilà. Je passe la parole à Dauphine et Clément, donc, qui va animer notre débat de ce soir, et je vous invite tous à y participer. Oui, ouais. Vous avez bien raison de les applaudir parce qu'ils nous ont fait une présentation claire, synthétique, structurée et concise. Je vous félicite et je vous remercie. C'était très intéressant. On avait une vision très claire des équilibres en jeu. Vous avez pris pour base les discours qui structurent un peu le débat européen, et pas seulement le discours du président Macron, mais aussi celui de Jean-Claude Juncker. Et ça, c'était très intéressant. Et à la fin, j'ai noté que les 5 axes que tu as dégagés, Joseph, c'est aussi des 5 axes qui sont déclinés dans chacun des discours, et à la fois de Juncker et à la fois de Macron. Donc, c'est des thématiques intéressantes. Moi, maintenant, je me tais. Je vais passer le micro. Je vous laisse la parole. Posez des questions à vos collègues ou aux élèves de l'ENA. Juste vous présenter quand vous posez la question. C'est pour les internautes qui nous regardent. Qui est-ce qui veut poser la première question, là? Monsieur. Je vous demanderai une question courte pour qu'on ait le temps de prendre un maximum de questions. Merci. Je n'ai pas le bras suffisamment long, chère madame. Alors, bonsoir à tous. Je vais vous préciser que j'ai été 10 ans journaliste en Allemagne, de 86 à 96, et après, j'ai fait de la propagande d'État dans un consulat de 96 à 2000. Et préciser une deuxième chose, le Overhangsmandat que vous avez là exposé, c'est un mathématicien français dont j'ai oublié le nom, un monsieur Saint, qui l'a inventé. Donc on pourra le reprendre parce que c'est effectivement une bonne représentation de l'état de l'électorat. Ma question est provocatrice. Est-ce que l'évolution de la politique allemande, ces résultats, c'est pas parce que l'Allemagne est en train de vieillir, hein? Parce que AfD, c'est les vieux retraités de l'Allemagne de l'Est qui ont toujours des retraites inférieures. Le FDP, ce sont les vieux ingénieurs et les vieux médecins qui ont peur qu'on leur prenne leur cassette. Et les vieux de la CSU, ils ont peur qu'on leur mette un étranger dans leur maison de jardin à côté de leur nain de jardin. J'aimerais bien avoir la réponse de nos jeunes Allemands que je salue ici. Partiellement, vous avez raison. Par exemple, 700 000 électeurs qui ont voté pour la SPD en 2013 sont morts aujourd'hui. Donc, à part de ça, en fait, j'ai regardé juste aujourd'hui les chiffres et les chiffres ne montrent pas exactement le même bilan que vous dressez parce que c'est avant tout les conservateurs qui sont forts chez les personnes âgées. Mais pour les libéraux, comme pour l'extrême droite, ce sont plutôt des personnes entre l'âge de 30 et 45 qui ont voté pour ces deux partis. Mais bien sûr, le vieillissement joue un rôle pas négligeable dans les élections allemandes. Ce n'est pas question. Oui, tout à fait, mais il faut aussi rendre en compte que le phénomène de l'AfD, ça s'explique dans une certaine mesure par la réunification allemande et par la situation de l'Allemagne de l'Est. Il n'y a pas d'emploi ou assez d'emplois. Les jeunes, ils sont partis à l'étranger ou surtout en Allemagne de l'Ouest. Mais aussi le phénomène de l'AfD, ça se trouve dans le Ländle, donc ça c'est le Bade-Württemberg, c'est juste à côté. C'est une des régions les plus performantes en Europe. Et il y a un problème. Et ça s'explique peut-être par une certaine peur
de perdre un standard de vie, de ne plus comprendre la globalisation, de se sentir justement pas entendu par les politiciens. Ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu flou, qui n'est pas forcément cible. Oui, une nouvelle question. Vous avez évoqué, bonjour Christophe Ortseguier Lavalena. Vous avez évoqué la défense, qui est un sujet très important, surtout en Allemagne. En ce moment, le budget français semble décrocher un peu par rapport à l'Allemagne. C'est-à-dire que je pense que pour une des premières fois, vous allez avoir un budget plus important en Allemagne qu'en France, à 34 contre 32 milliards, enfin quelque chose comme ça. Et ça, c'est quand on prend en compte le fait que l'Allemagne est à 1,22% de son PIB en matière de défense et la France à 1,78%. Alors là, Mme Merkel avait évoqué cette idée de finalement rejoindre les engagements qu'elle avait avec l'OTAN et à 2%, ce qui amènerait le budget allemand à 60 milliards. Est-ce que vous pensez que cette promesse, qui changerait la face de l'Europe de la défense, est-ce que cette promesse va être tenue à l'aune de ces jeux d'alliance et de coalition? Pour le moment, c'est assez difficile à dire. Il faut bien souligner si l'Allemagne arrive à l'objectif de 2% des PIB, notre budget de défense serait plus élevé en chiffre absolu que le budget de la Russie. Et si on imagine que l'OTAN vise comme opposant principal quand même la Russie, et on imagine que juste le budget de défense de l'Allemagne serait déjà plus élevé que le budget de la Russie, ça pose quand même la question si on a vraiment besoin d'un budget tellement élevé. Officiellement, les conservateurs veulent arriver aux 2%. Les deux autres partis se sont moins prononcés sur ce sujet, mais je crois en tout cas que le budget de la France va continuer à hausser parce qu'on est entré en fait dans une certaine démarche qui nécessite qu'on continue à hausser le budget. On va élever le nombre de soldats de 125 000 à 153 000 personnes. Et bien sûr, une telle hausse des actifs va aussi entraîner une hausse du budget. Je doute pour le moment qu'on va arriver finalement aux 2%, parce que ça serait quand même un effort considérable. Je voulais juste ajouter de manière plus générale, ce qui est assez intéressant si on regarde les négociations à venir en Allemagne. Effectivement, on a un côté les programmes des partis, comment ils se sont prononcés avant les élections. Et maintenant, dans ce jeu de coalition, effectivement, tout est possible, plus ou moins. Donc effectivement, là, il y a 4 partis avec la CDU-CSU qui vont entrer en négociation avec un CSU particulièrement perçu comme conservateur sur certains points. Il y a les Verts qui sont quand même assez à gauche, finalement, avec des contradictions dans les programmes qui sont effectivement assez énormes. Donc à ce stade, où on n'a même pas commencé les négociations un peu informelles entre les partis, c'est effectivement très difficile à dire où on va effectivement arriver, où va aller l'Allemagne dans quelques temps. Ce qu'il faut comprendre, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est on a quelques mois avant nous, justement, avant qu'un gouvernement soit formé, et dans ce temps, pendant les négociations de coalition, beaucoup de choses aussi dans les positions des partis peuvent effectivement changer, que ce soit en matière de défense, en matière de politique européenne. Donc je crois justement, j'invite tout le monde à continuer à suivre l'actualité allemande, parce que c'est pas la fin, justement. Après les élections, c'est pas comme en France, par exemple. Si je me rappelle, le mois de mai, justement, un nouveau président est élu. Voilà, quelques jours après, il y a la passation de pouvoir, effectivement, et commence à mettre en place son programme. En Allemagne, malheureusement, comme la CDU n'a pas réussi à avoir une majorité absolue, ce qui est quand même assez rare en Allemagne, même si c'est arrivé, il faut attendre un peu, justement, pour voir où l'Allemagne va. Juste 2 brèves remarques. Selon les programmes de la CDU et la FDP, donc les libéraux, sont en faveur du 2%, de respecter les 2% de l'OTAN. Donc ça, c'est dans les programmes même ce qu'ils défendent pendant les négociations de coalition. Le vert, il faudra voir. Je crois qu'il faut surtout voir, c'est le deuxième point,
qu'est-ce qui va arriver en Europe? Donc, si on aura une union sécuritaire, et moi j'ai l'impression qu'on l'aura bientôt, d'une ou d'une autre façon, les Verts, ils peuvent aussi, ils pourraient aussi peut-être, c'est aussi important d'avoir une armée parlementaire comme en Allemagne, ou un contrôle législatif du Parlement, de l'armée. Mais après aussi, si jamais on a une union sécuritaire européenne, les 10% de l'OTAN, je ne sais pas si on va encore les respecter. De toute façon, on va partager les coûts. Si vous me permettez, juste un dernier commentaire. Il y a en Europe, je crois seulement, à part de la France, juste un autre pays qui arrive à cette chiffre de 2%, et c'est la Grèce. Et c'est à cause du fait que le budget de la défense en Grèce n'a pas baissé. Par contre, le produit national brut a baissé grâce à la crise grecque. Et c'est juste à cause de cet effet mathématique, finalement, que la Grèce arrive à ce chiffre de 2%. Mais à part de la Grèce, c'est aucun pays en Europe occidentale qui arrive à ce chiffre de 2%. Oui, bonsoir. Je m'appelle Sophie Martinet, je suis étudiante à Sciences Po Strasbourg et je suis moi-même franco-allemande. Donc j'ai suivi ces élections de près. Et j'avais une question sur le fait que ce soit Madame Merkel qui brigue encore une fois un 4e mandat. Est-ce que, est-ce que selon vous, ça pose pas un problème démocratique, comme on a pu le lire dans pas mal de médias? Et est-ce qu'il ne faudrait pas, à l'instar de la France ou des États-Unis, une limite de mandat? Merci. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les médias. La dernière fois, c'était notamment en 1988 que le chancelier Schröder a candidaté pour un 5e mandat, mais il a été battu par... Kohl, pardon. Et il a été battu par Schröder, effectivement. Et Schröder avait annoncé qu'il veut faire une réforme et limiter les mandats à 2 fois, à deux mandats successifs. Quand on s'est posé la question, quand il voulait se faire élire pour son 3e mandat, en fait, c'était plus à l'agenda politique, effectivement. C'est une petite anecdote, mais effectivement, en Allemagne, après en fait, il y a des raisons historiques. Après les expériences de la République de Weimar, qui étaient très instables, on avait décidé de limiter le mandat de notre président de la République à 2 mandats. Effectivement, c'est quelqu'un avec assez peu de pouvoir, il fait un travail assez symbolique, bien sûr très important, mais effectivement, c'est pas un travail politique au quotidien. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a décidé de limiter à 2 mandats. Tandis que pour le chancelier, comme il s'appuie sur une majorité au Parlement, on n'a pas décidé de faire ça. Effectivement, pendant la République de Weimar, il y avait assez peu de chanceliers qui ont réussi à faire plus de quelques mois de mandats. Donc peut-être ça s'explique déjà pourquoi il n'y a pas de limite pour les mandats. Et aussi longtemps, mais c'est mon opinion personnelle, une personne a la confiance de son parti et la confiance au sein du Parlement. Je ne vois pas que ce soit un problème démocratique. En fait, effectivement, le chancelier ou la chancelière se fait élire sur des normes démocratiques. Aussi longtemps que ces normes démocratiques sont atteints, je ne vois pas de déficit démocratique dans le fait que quelqu'un fait plus de 2 mandats, voire 3, 4. Je crois que le nombre des mandats possibles, et en Allemagne on peut avoir tant qu'on veut, c'est pas un problème, c'est pas une menace pour la démocratie même. On pourrait même dire que les résultats de ce scrutin font preuve d'une démocratie vivante, parce qu'on a eu 76% de participation au vote, et aussi la montée d'un nouveau parti. Peut-être on n'aime pas les résultats, mais c'est aussi un fait. Et ça montre bien que la démocratie fonctionne et que ça change aussi les positions démocratiques. Après, on pourrait critiquer peut-être la façon comment Merkel mène ses politiques. On l'appelle souvent aussi Teflon, comme je crois que Reagan a été aussi décrit de cette façon. Ça aussi, peut-être le discours qu'elle mène ou la façon qu'elle mène la politique, ça n'a pas l'air très visionniste, ça n'a pas l'air très démocratique. Mais pour moi, ce n'est pas une menace, le nombre des mandats possibles.
Oui, Ulrich Bonner, je suis à la fois français et allemand, mais avant tout européen, et je m'occupe de la Maison de l'Europe Strasbourg-Alsace. Je m'interroge quand je vois les résultats des élections allemandes si ce n'est pas symptomatique d'un déficit de solidarité européenne qu'on retrouve d'ailleurs pas seulement en Allemagne, on l'a expérimenté en France aussi, mais surtout quand on va vers l'Est de l'Europe, on le sent peut-être encore plus. Déficit de solidarité à la fois dans le domaine des finances, de l'euro, etc., dans le domaine de l'accueil des réfugiés et aussi dans le domaine de la défense. Et je me demande si, contrairement à ce que Juncker avait estimé dans son discours, si ça ne nous conduit pas pour rétablir une certaine solidarité à une Europe à deux vitesses, parce que finalement, cette solidarité est peut-être plus facile à achever dans un cercle plus réduit de pays. Très bonne question. On verra ça. Moi, j'attends impatiemment le discours de Berlin, même un discours de Budapest ou ailleurs, pour voir un peu comment ça va se dérouler en Europe. Je crois aussi en Europe à deux vitesses, c'est bien possible si on peut créer un marché, parce qu'on a déjà ce grand marché interne, où tout le monde peut participer. Mais en même temps, on peut recréer aussi une union de sécuritaire dans le corps de l'Europe même, donc avec entre 5 et 15 pays. On ne peut pas créer une zone sécuritaire avec 20 pays ou 27 pays à la fois non plus, je crois. C'est quelque chose qui est aussi assez délicat. Donc, faudra voir un peu les tendances. Sinon, par rapport aux résultats du scrutin, ce que vous avez évoqué, je crois qu'aussi en Allemagne, on a eu, encore une fois, un exemple, qu'on n'a parlé que de la migration, et les gens, ils ont voté là-dessus, sur des campagnes qui n'étaient pas toujours très justes. Et on a eu ça, on a vu le Brexit, tout le monde a voté en gros contre la migration ou contre la mobilité, contre Schengen. Et après, on s'aperçoit que c'était pas forcément ce qu'on a voulu. Donc, ça sont des autres sujets. Il faut avancer. Je me permets, je voudrais te poser une question, Joseph. Ça fait 2 fois que tu fais référence. C'est très intéressant. Hein. Peut-être que ça, c'est une... je vais faire un peu cliché la remarque d'une Française par rapport à la façon de penser dans l'Europe et de votre situation géographique en Europe, qui est un peu plus à l'est que nous. Ça fait 2 fois que tu dis on va voir ce que pense la France et ce que pense Budapest. Pourquoi ? Et non, mais c'est très intéressant parce que nous, quand on parle, on dit on va voir ce que pense l'Allemagne. Point. Ou alors on dit on va voir ce que pense l'Allemagne et éventuellement les Italiens, Renzi, le Sud. Là, ça fait 2 fois que j'entends Budapest. Et c'est là que ça devient très intéressant de se dire que l'Europe a plusieurs vitesses, c'est ça aussi. Ça veut dire que vous avez des coalitions historiques probablement beaucoup plus à l'est que nous. Mais je voulais vraiment te poser cette question-là. Oui, c'est une très bonne question, je vous remercie. Si on veut caricaturiser ça, c'est que pour la France, l'Europe de l'Est, ça se finit en Allemagne. Et pour l'Allemagne, ça continue encore plus loin. C'est un fait. Et l'Allemagne s'inquiète beaucoup plus, la France s'inquiète beaucoup plus de l'Allemagne que du reste. Donc on peut dire ça aussi. Non, mais c'est que, pour vrai dire que, moi je pense que l'Europe, ça existe partout. Donc on voit les 28, bientôt 27 États membres. Il faut voir ensemble comment on peut avancer les choses. Et parlant de l'Europe de deux vitesses, c'est une grande question entre l'Europe latine et l'Europe du Nord et de l'Est. Donc ça, il faut voir. Mais ouais, c'est une observation assez intéressante. Et le fait que je dis Budapest, c'est juste un exemple. On pourrait aussi dire Varsovie, on pourrait aussi dire Sofia. Ça, c'est juste pour... je crois que c'est une figure rhétorique. Culturellement, c'est très intéressant. Oui. Bonsoir, Édouard Bayache, moi je suis délégué au Conseil de l'Europe. Je rebondis un peu sur la question de tout à l'heure et sur Angela Merkel.
Et le fait qu'elle soit l'éternelle chancelière, mais en fait surtout qu'elle soit l'éternelle candidate de la CSU-CDU, pour savoir si en fait c'est un problème de renouvellement au sein de ce parti-là, s'ils ne trouvent pas en fait une meilleure candidate qu'Angela Merkel, donc ils la remettent à chaque fois, ou si en fait que c'est une très bonne tacticienne qui arrive à se débarrasser en interne de ses adversaires et à être cette éternelle candidate de la CSU. Alors c'est partisan pour le coup, mais c'est intéressant quand même, je pense. Vous avez absolument raison. Elle est une très bonne tacticienne. Si on se rappelle de 2005, elle n'a pas pris. Elle n'était pas candidate en 2005. Elle a laissé cette occasion à Edmund Stoiber, qui était le président de la petite sœur bavaroise de la CSU, parce qu'elle a bien vu qu'elle ne va pas gagner en 2005. Excusez-moi. En 2002. Donc, et depuis ça, ce sont les deux facteurs que vous avez évoqués qui jouaient. C'est premièrement, elle est la meilleure candidate de l'Union des conservateurs, c'est pas question, parce que grâce à la crise d'euro, beaucoup des Allemands ont beaucoup de confiance envers elle. Et ils ont vu qu'il y avait une grande crise, que l'euro était au bord d'éclatement, et qu'elle a arrivé de tenir l'Europe ensemble sans que les contribuables allemands paient trop pour l'euro. Et la deuxième raison, c'est vrai qu'elle ne supporte pas la vraie concurrence à côté d'elle. Donc, quand elle est devenue chancelier en 2005, il y avait encore beaucoup de présidents des régions qui avaient beaucoup de poids politique. Donc, il y avait les libérales en Bade-Württemberg, il y avait les conservateurs en Hesse, il y avait un plutôt social dans la Rhénanie. Et tous ces présidents des régions sont disparus. Et elle a envoyé Günther Oettinger à Bruxelles comme commissaire européen. Le président de la Hesse a simplement abandonné parce qu'il a bien vu qu'il n'a plus d'influence au sein de la partie. Et le président de Nordrhein-Westfalen n'était pas réélu. Et si on regarde bien le tableau personnel autour d'elle, au sein du parti, on voit très bien que seulement un personnage là-bas est vraiment critique envers elle. Et il s'appelle Jens Spahn. Et lui, il a gagné un vote contre finalement la proposition d'Angela Merkel pour ce poste. Mais à part de ça, tous les vice-présidents du parti, le secrétaire général du parti, ou on peut bien dire les 4 derniers secrétaires généraux du parti, personne avait un vrai poids politique et personne avait une volonté de se séparer d'Angela Merkel. Et elle a aussi dans sa main le groupe parlementaire au sein de l'Assemblée. Là-bas, le chef du groupe, c'est Volker Kauder. Lui, il brigue maintenant aussi son 3e mandat. Et c'est un lieutenant fiable pour elle qui arrive très bien à finalement organiser toutes les majorités qui sont nécessaires. Donc, on a vu seulement une fois une sorte de petite révolte contre Angela Merkel au sein du groupe parlementaire. C'était quand elle a critiqué le pape. Parce que quand le pape a pardonné quelqu'un qui a nié l'Holocauste, et donc Angela Merkel s'est prononcée sur cette question, qu'elle attend d'un autre comportement du pape. Et ça, c'était le point quand un nombre considérable de députés ont essayé la petite révolte. Mais grâce à son lieutenant, Volker Kauder, finalement, elle n'a pas de problème à aussi régler cette situation. Donc, et ça pose vraiment la question immense, qui va être le prochain candidat de l'Union. Et on peut, pour le moment, moi, j'ai lu un commentaire qui n'a même pas trouvé l'idée impossible qu'elle va se représenter encore une fois. Donc. Oui, absolument. Mais on a retrouvé elle a retrouvé la même situation dans les 16 ans de Helmut Kohl. Il y avait aussi une petite révolution en 1912 contre Helmut Kohl.
Et Helmut Kohl a bien survécu cette petite révolte. Et après, il n'y avait pas grand monde finalement à côté de lui en 98. Thorsten, si tu ne trouves pas de job rapidement, je pense que tu es parfait pour faire un commentateur et un analyste politique. Merci beaucoup, Madame Clément. Si on a besoin d'une analyse politique, on va faire appel à toi maintenant régulièrement. Merci beaucoup. Alors, une question? Voilà, donc bonsoir, Budapest au micro. Bon. Donc, pour me présenter, Ákos Benceget, je suis un élève international de l'ENA, camarade de ces 3 garçons allemands de la promotion Louis Weiss. Et tout d'abord, je salue cette opportunité que vous puissiez présenter votre pays. Je pense que c'est très important. D'abord, je voudrais dire que en défense de l'Allemagne, en fait, en France, je crois qu'avant une réforme assez récente, il y avait un mandat de septennat, donc de 7 ans. Donc 2 mandats suffisaient pour 14 ans, si je calcule bien. Pour Merkel, ça fait combien? Ça fait 3 fois 4, non? Et maintenant, ça va être 16. Mais c'est maintenant qu'on va passer à 16. Donc je pense qu'elle a encore du temps pour que l'état de droit soit respecté. Alors maintenant, pour Budapest, parce qu'il faut bien transmettre la question que les 10 millions de spectateurs qui nous regardent en ligne se posent. Et comment on pourrait traduire ça, bon, peut-être avec un peu moins de langue de bois que je n'ai pas pu suffisamment développer à l'ENA, malgré tous mes efforts. Mais en fait, la question que les Hongrois se posent et dont les Hongrois voient cette question d'immigration, justement, est-ce qu'après ces résultats, où l'immigration a joué certainement un rôle important, est-ce que l'Allemagne changerait sa politique, notamment la chancelière, d'exiger des États d'Europe centrale et orientale, par exemple, qui n'ont pas voulu de l'immigration, de reprendre des immigrés ou des réfugiés malgré leur volonté? Voilà, c'est tout simple la question. Je pense que vous avez pu anticiper, mais si on pourrait avoir une réponse, ça serait sympathique. Merci. Merci Budapest. Par rapport à la migration, c'est fortement probable que ça va changer. Je ne sais pas si la politique même va changer, parce que je crois qu'il fallait plutôt changer la communication, parce que j'ai eu l'occasion à l'ENA d'écrire un petit rapport sur la migration, et il paraît que l'Allemagne gère la question migratoire d'une façon plutôt efficace. Il y avait le moment en 2015, il y avait, Merkel a dit venez tous et on va ouvrir les frontières. Ça crée une image aussi de Merkel, aussi de l'Allemagne. Il y a un nouveau mot qui s'appelle Willkommenskultur, ça veut dire la culture d'accueil, qui existe maintenant comme, un peu comme dans de Duden, c'est un peu l'Académie française. Et, mais en réalité, la politique migratoire qui est menée, elle est de plus en plus efficiente et efficace. Et il y a pas mal de retours. Moi, personnellement, je crois qu'il fallait plutôt changer la communication là-dessus et expliquer ce qu'on fait. Mais ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire en général aujourd'hui avec la politique. Il faudra mieux expliquer ce qu'on fait aux gens. Ouais. Personnellement, j'estime qu'elle ne va pas arrêter de demander aux autres États européens de prendre aussi un certain lot de réfugiés, juste pour la question de la solidarité européenne que le monsieur a évoquée. Parce que les Allemands se posent la question pourquoi tous les réfugiés arrivent chez nous. Et donc, juste pour donner une réponse à cet électorat, elle a besoin d'exiger des autres pays de prendre des réfugiés. Même moi, je parlais juste il y a quelques jours avec un ami lituanien et j'ai demandé qui était très opposé contre l'accueil des réfugiés en Lituanie et je lui ai demandé alors ça se passait comment finalement. Il m'a dit finalement ils ont tous pris les bus et ils sont allés en Suède et en Allemagne. Donc on voit très bien que cette mécanisme de redistribution des réfugiés, déjà, il n'est presque pas appliqué. Je crois qu'on a maintenant redistribué seulement 25% des réfugiés. Et quand ils arrivent... Oui, mais du chiffre qui était exigé,
25%. Et les réfugiés qui arrivent finalement dans le pays oriental ne vont pas rester là-bas. Donc, mais je crois que une seconde, c'est une question d'honneur des deux côtés. Angela Merkel a besoin d'exiger ça et le chef d'État de certains États en Allemagne orientale ont besoin de montrer à leur électorat qu'ils ne vont pas céder à cette demande allemande. Et à la fin aussi, pour rebondir aux collègues à la question que vous avez posée précédemment, c'est que c'est une question de solidarité en Europe. Je sais pas, en Europe, on ne trouve pas plus que 6 millions de réfugiés, déjà beaucoup moins. Donc là, on parle des migrants, mais des réfugiés beaucoup moins. Il y a 27 700 réfugiés qui ont été relocalisés au sein de l'Union européenne. Si on prend par exemple un pays comme le Liban, avec une population de un peu plus que 4 millions, qui a accueilli plus qu'un quart des réfugiés, ou le Jordanie, c'est le même cas, ou la Turquie, c'est le même cas. En pourcentage, l'Union européenne, je crois qu'il compte 450 millions d'habitants. Bon, on peut le faire, je crois. Mais ça, c'est une question de solidarité. Ça, c'est justement, c'est une question de l'Europe. Comment on va mener ça? Les règles, ça existe. Il y a Dublin 3. Est-ce qu'on le respecte ou pas? Mais ça ce sont les discours à venir. Et c'est un peu le futur de l'Europe à venir. Ça va être très intéressant et on verra qu'est-ce qui se passera. Encore une question? J'en profite. C'est un bel exercice. Dites-moi, je voulais revenir un peu sur un peu un angle que Mme Clément a amené, qui est le regard un peu de Français sur l'Allemagne, et puis enfin le regard des Allemands sur la France. En France, sur la question du couple franco-allemand, c'est assez simple. Il faut relancer le couple franco-allemand pour relancer l'intégration européenne, surtout dans la zone euro. Mais je ne sais pas si c'est le même regard que les Allemands ont sur la France. Est-ce que ça veut encore dire quelque chose chez vous, le couple franco-allemand? Alors vous êtes allemand, vous avez clairement la France, ça vous parle, mais est-ce que l'expression de couple franco-allemand, ça vous parle? Vous venez de quelle région, monsieur, en France? Très loin en fait, la Nouvelle-France. Le Québec. Ouais. Alors on répond à Québec, après Budapest? Donc là, on peut regarder cette caricature là qui est derrière nous justement. Donc c'est une caricature allemande et on voit bien en bas, il y a bien le drapeau français, il y a bien le drapeau allemand. Donc effectivement, je crois que c'est quelque chose qui parle aux Allemands, le couple franco-allemand, même si j'aurais du mal à le traduire littéralement par ailleurs. Mais l'amitié franco-allemande, c'est quelque chose de très important en Allemagne aussi. Si c'est au même degré que par exemple pour nous, plutôt francophiles, c'est une autre question. Mais effectivement, on a regardé avec un très gros intérêt les élections qui se sont déroulées ce printemps en France. Et c'est quelque chose qui a été très médiatisé. Et bien sûr, on voulait savoir, est-ce que c'est le pro-européen Macron ou une autre candidate moins pro-européen qui va remporter, effectivement. Donc, il y a un grand intérêt dans le public allemand sur la France, ça, c'est pas à nier. Et quand il s'agit de la construction européenne, en tout cas, au sein du gouvernement, il y a énormément d'échanges entre les deux gouvernements. Donc, bien sûr, comme Macron demande l'avis à ses conseillers qui sont germanophones et même à l'administration allemande avant de lancer quelque chose, comme le discours la semaine dernière, ça fonctionne de la même manière à l'inverse, effectivement. Donc, selon moi, il y a effectivement ce couple franco-allemand qui est vu des Allemands aussi de manière positive, mais peut-être mes camarades n'ont pas d'autre avis. J'ai vécu ça jusqu'à 1989. Dans les caricatures, c'était le couple franco-allemand, c'était la Marianne et le Deutsche Michel. Oui. Maintenant, c'est le Poutine et On cherche encore. ça change. Il nous reste 3 minutes, une dernière question. Moi, je voudrais revenir sur le phénomène AfD et l'interprétation qu'on en a. Finalement, on a un peu abordé les phénomènes culturels à travers Budapest, figure obligée, à travers le Québec, grâce à notre camarade. Il y a un autre pays qui est divisé depuis 1945, dont on ne parle pas du tout, et finalement dont on ignore beaucoup l'existence, c'est la Prusse, puisque l'Allemagne a été
l'Allemagne et la Pologne ont été décalées de près de 800 km en 1945. Et si on voit aujourd'hui le raidissement polonais, l'unité des pays d'Europe de l'Est sur des questions politiques prégnantes, et le raidissement de l'Europe de l'Est, est-ce qu'au-delà de la division sur le mur de la guerre froide, l'Europe n'est pas en train de revenir à des clivages politiques beaucoup plus anciens? Et est-ce qu'en ce moment, en Allemagne, au-delà de l'analyse de l'écume des jours et des leaders politiques, il y a une réflexion de fond sur où en est l'Allemagne, où va l'Allemagne, quels sont les équilibres fondamentaux de l'Allemagne? Est-ce qu'on n'est pas en train de dépasser finalement ce voile culturel qu'avait jeté la Seconde Guerre mondiale sur l'identité et la réalité démographique et culturelle de ce pays? C'est un peu large comme question. Il reste 2 minutes, quoi. 2 minutes. John Maynard Keynes, il a dit à long terme, tout le monde sera mort. Donc, pour répondre d'une façon un peu caricaturale à ta question. Sinon, relier le phénomène de l'AfD à l'État, la Prusse et à la question d'identité allemande qui, je crois, qui se redéfinit là avec la nouvelle génération, qui a rien du tout à voir avec l'histoire allemande, genre avec les deux guerres mondiales. C'est assez exigeant. Mais moi, traditionnellement ou historiquement, l'Allemagne, ce que c'est aussi votre observation, mais l'Allemagne a été beaucoup plus aussi orientée vers l'Est. Et je crois aussi que c'est important. L'Allemagne a réussi de se réunifier. Grâce à ça, c'était la politique menée surtout aussi à l'époque par Willy Brandt. Donc, il a fait une politique de rapprochement aussi avec après aussi la FDP à l'époque était aussi assez orientée vers l'Est. D'ailleurs, cette FDP là aussi, elle est beaucoup plus en faveur d'un approchement à l'Est, même à la Russie. Donc, plutôt en termes économiques, mais elle est aussi beaucoup plus ouverte. Ouais, mais je t'invite à discuter sur cette question autour d'un verre après, parce que là c'est 20h et je veux pas abuser du temps qu'on a eu. Mais peut-être un petit ajout de Thorsten encore. Juste 2 petites remarques. Le premier, si tu demandes la question sur les grands débats, on peut bien déplorer aujourd'hui qu'en Allemagne, il y a un vrai manque des grands débats sur notre futur. C'est peut-être aussi à cause des grandes coalitions où les deux grands partis doivent travailler ensemble que finalement il y a un vrai manque, une absence de ces débats. Et deuxième remarque, un très bon écrivain allemand avec des racines perses, Navid Kermani, il a juste écrit un très bon texte sur la question comment on va continuer l'identité allemande qui est fondée en fait sur les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Et avant tout avec plus en plus de jeunes qui ont des racines hors de l'Allemagne, donc des racines turques, des racines arabes. Et s'il n'y a plus de témoins qui étaient vraiment qui ont survécu l'Holocauste, comment on va continuer à bâtir cette identité allemande? Et si cette identité qui se fonde sur les 2 promesses, jamais encore Auschwitz, jamais encore une guerre, si cette identité va s'effondrer, quelle autre identité va remplacer cette identité? Et donc ça, c'est une très grande question et une question très importante à répondre dans les prochaines 10 à 15 années, finalement. Allez, merci pour cette réponse. Donc, pour votre information, Thorsten fait aussi critique littéraire. Non, plus sérieusement, je voudrais sincèrement beaucoup vous remercier. Moi, j'ai personnellement beaucoup appris. J'ai trouvé que ce débat était très intéressant. Je pense que c'est encore une fois la preuve que vraiment, tout ce qui nous rapproche est beaucoup plus important que tout ce qui nous différencie. Ça, c'est très clair. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui nous différencient. On va voir si cette fois-ci, la roue tourne dans le bon sens positif et constructif et qu'il arrive à trouver une coalition en Allemagne qui peut faire un deal et relancer
ce qui est souhaité, je pense, des deux côtés, c'est le moteur franco-allemand. Et puis maintenant, je voudrais essayer de passer un message à la très grande majorité du public, outre les 10 millions d'internautes, bien évidemment, qui nous regardent, le Québec tout entier, la Hongrie. Juste passer un petit message aux élèves qui sont présents, quelle que soit votre nationalité. Il y a quelque chose que Joseph a dit qui est très intéressant et que probablement vous allez rencontrer très vite dans vos vies et vos carrières professionnelles. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde de communication, que ce soit en politique ou pour expliquer l'action de l'État, puisqu'on est dans l'école qui prépare à l'action de l'État, et que vous allez faire partie de ces personnes qui vont prendre la main des leaders politiques, qui auront une impulsion, qui donneront des orientations pour leur donner des éléments de langage pour expliquer aux citoyens. Et Joseph a tellement raison, je pense, quand il dit qu'il y a un déficit démocratique d'explication aux citoyens. L'accueil des réfugiés, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et je pense que c'est un débat qui est, alors là, à coup sûr commun à tous les pays, qui a donné d'ailleurs le Brexit en Angleterre, qui donne aussi ce qui se passe avec une élection d'un président un peu hors du commun aux États-Unis. Mais je pense que cette remarque, elle va vous suivre longtemps dans vos carrières. Vous allez devoir donner des explications et construire pour vos leaders politiques comment expliquer simplement, avec des mots simples, l'action de l'État qui est souvent compliquée. Merci à vous trois, vraiment, très sincèrement. Je trouve que c'était un exercice très intéressant et je serais très heureuse de le refaire à l'avenir, donc vous pouvez être très fiers. Merci.